Bonjour, bienvenue au webinaire du Patrimoine 24, webinaire immobilier. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir trois sociétés de gestion, Eurial Service, en la personne de Thierry Scheur, qui est donc directeur général opérationnel d'Eurial Service. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Antoine Depigny, qui est donc directeur du développement de chez Primonial REM France, puisque en préparant, j'ai découvert qu'il y avait des entités autre part qu'en France chez Primonial. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Et enfin, nous avons le plaisir de recevoir Grégory Motreff, qui est donc directeur des partenariats grands comptes et institutionnels chez Perial Asset Management. Bonjour Grégory. Bonjour monsieur. Alors aujourd'hui, dans ce webinaire Patrimoine 24 en partenariat avec Wenimo, nous avons le plaisir d'évoquer une thématique d'investissement des SCPI qui est la santé, qui est une thématique qui est très plébiscitée ces dernières années par les conseillers en gestion de patrimoine indépendants, CIF notamment, et par les clients qui en demandent beaucoup. Et donc, il nous semblait intéressant avec Patrimoine 24 de faire un petit peu un tour un tour du marché de la santé, justement, de cette thématique sur lesquelles vos trois maisons investissent assez massivement et de plus en plus, je crois. Et donc, de faire un petit tour d'horizon pour effectivement comprendre ce marché, comment il fonctionne, est-ce qu'on n'est pas justement sur une bulle ou pas, est-ce que c'est un marché résilient, est-ce qu'il y a toujours des opportunités, voilà, donc il n'y ait pas de non-dit, qu'on puisse se poser des questions, qu'on puisse rebondir l'un évidemment l'un sur l'autre sur ce qui peut être dit afin de compléter ou de dire effectivement que je ne suis pas forcément d'accord. Enfin voilà, chacun avec votre position et votre positionnement de marché sur la thématique de la santé. Thierry, on va commencer par toi, par ta maison. Est-ce que tu peux nous présenter Eurial Asset Management, Eurial Service, très brièvement, pour que ceux qui éventuellement ne vous connaîtraient pas puissent vous connaître? En effet, il ne serait pas étonnant que certains ne nous connaissent pas, puisque en fait la marque Eurial, donc la société de gestion, a souvent été effacée par le produit qui est la star finalement dans la maison, qui est la SCPI Pierre Val Santé, que cette fois beaucoup plus de monde connaissent. Donc c'est une maison qui existe depuis maintenant presque 10 ans. La particularité d'Eurial et donc de son vaisseau amiral qui est la SCPI Pierre Val Santé, c'est d'être 100% santé. Donc on ne sait faire qu'un seul métier, c'est l'expertise dans le domaine des établissements de santé, donc la reprise du foncier évidemment des établissements de santé. Deuxièmement, c'est une maison qui tout de suite s'est orientée à l'international. On a aujourd'hui 74% de nos actifs qui sont à l'international. Et troisième pilier qui est non moins aussi important, c'est la dimension sociétale avec le fait que l'on soit organisé en fonds de partage pour nos différents véhicules. Donc 10 ans, 3 milliards de capitalisation, 250 actifs gérés et 53 000 associés. Voilà, donc ça fait une belle maison et un établissement robuste pour répondre à la demande et surtout satisfaire les besoins de la population et partant la demande des conseillers et donc de leurs clients. Merci Thierry, très efficace comme d'habitude. Antoine, alors Primonial REM, maison qu'on ne présente plus, j'ai envie de dire, mais on va le faire quand même. Et puis effectivement, nous dire un petit peu vos axes de développement, parce que je crois que là, vous avez vraiment pris une grosse orientation sur la thématique santé, justement. Oui, exactement. Donc, le Primonial REM est une société qui existe maintenant depuis une douzaine d'années. On gère à peu près 31 milliards d'euros d'actifs immobiliers répartis plutôt donc en France à peu près à 60%, mais on a aussi on va dire des développements assez importants en Allemagne, en Espagne, en Italie pour les plus importants. Et comme tu le disais, on a pris assez tôt le virage de la santé, puisqu'on a lancé la SCPI Primovie, qui est la première historiquement SCPI à être spécialisée en immobilier de santé. Alors, il y a une partie d'éducation également dans Primovie. Aujourd'hui, Primovie, c'est à peu près 7 milliards d'encours. Mais au-delà de Primovie, c'est vrai que la société a vraiment basé son développement international et son développement en France sur l'expertise santé, avec une part assez importante qui est moins visible du grand public d'immobilier de santé qui est géré pour le compte institutionnel, au travers de grands clubs deals avec des fonds de pension, des assureurs, etc. Et on continue ce développement aujourd'hui avec un certain nombre d'acquisitions qui sont dans les tuyaux, on touche du bois et qui devraient nous permettre d'accélérer encore le développement de la plateforme avec, à terme, d'ici quelques mois, à peu près 50% de nos encours qui seront
gérés en immobilier de santé et des équipes qui sont dimensionnées à la hauteur de ces AUM, hein. Donc, on a maintenant une part très significative de nos équipes qui sont spécialisées en santé. Alors, on en reparlera, hein, mais on n'est pas cantonné à la SCPI dans ce webinaire, bien évidemment. On peut aussi évoquer le marché des SCI, puisque je crois que vos deux maisons ont des SCI dédiées à la santé. Donc, n'hésitez pas aussi à en dire un mot, parce que ça intéressera forcément nos auditeurs qui seront ravis d'avoir des éléments sur ces SCI. Grégory Périal, également, maison qu'on ne présente plus, historique sur la SCPI et sur le marché des CGP indépendantifs. Oui, exactement. On est encore aujourd'hui la plus vieille société de gestion d'activité puisqu'on a été créé en 1966. Alors nous, on se positionne plus comme un acteur généraliste de la SCPI parce que vous savez on a créé les premiers SCPI de bureau encore fin des années 60 et puis nous avons aussi contribué aux aménagements des territoires parce que contrairement aux idées reçues, les sociétés de gestion ont une vraie contribution économique et sociale aujourd'hui dans l'économie réelle. Et c'est pour ça qu'on a commencé à intégrer la santé à partir de 2014 également, assez tôt par rapport au marché, à travers un OPCI institutionnel qui s'appelait Residial et qui gère à peu près 100 millions d'euros. Et puis, on a commencé à diversifier nos portefeuilles de SCPI en intégrant de plus en plus d'actifs justement de santé, venant ainsi décorréler un petit peu, nous rendre moins dépendants des cycles économiques et contribuer évidemment aux besoins fondamentaux, enfin aux besoins démographiques qui sont aujourd'hui une vraie réalité. Et donc aujourd'hui, la santé, c'est près de 350 millions d'euros d'actifs sous gestion à travers 3 fonds principalement aujourd'hui, et tout en recherchant plutôt en diversifiant nos portefeuilles qu'en faisant des portefeuilles à thématique santé plein, réel. Merci beaucoup. Alors, pour ces présentations, donc effectivement, la santé aujourd'hui qui a cartonné, on peut le dire, sur la collecte, que ce soit en SCI ou que ce soit en SCPI. Tu citais, Antoine, 7 milliards d'actifs sur Primovie. Je crois que Pierre Val Santé, on est à presque 3 milliards, si je dis pas de bêtises. Voilà. PF Hospitalité Europe qui a aussi très fortement monté chez Périal. Et on a quelques conseillers qui nous disent, mais est-ce qu'on n'est pas arrivé sur une bulle spéculative finalement sur la thématique de santé? Tout le monde se met sur ce secteur, ça va faire monter les prix, et du coup, est-ce que c'est toujours intéressant d'aller sur la thématique de la santé? Donc ça, c'est une vraie question que en tout cas, nous, chez Wenimo, que nos conseillers partenaires nous posent quand ils nous demandent un peu notre avis, puisque vous voyez tous les acteurs, vous devez bien avoir une idée, un point de marché, et ils nous posent ces questions-là. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous poser la question, la thématique santé, c'est un actif résilient ou est-ce qu'on n'est pas au bord d'une bulle spéculative sur cette thématique-là? Antoine, par exemple, chez Primonial. Alors, vous allez me dire que non, forcément, quand on investit massivement sur cette thématique. On va dire pourquoi. Mais en tout cas, on va dire non, mais on va dire pourquoi on dit non. C'est ça qui est intéressant. Ah, mais exactement. En fait, tu parlais de bulle. En fait, une bulle, c'est quoi? C'est quand c'est quand le prix ne correspond pas à la valeur des actifs. Or, nous, on est persuadés qu'au contraire, la valorisation et la valeur intrinsèque d'un actif spécialisé en immobilier de santé, elle va plutôt avoir tendance à croître du fait des besoins qui sont eux-mêmes croissants. Toute la thématique et tout ce dont on peut lire et voir aujourd'hui sur le marché immobilier, c'est probablement une déconnexion entre les besoins en immobilier de commerce, en immobilier de bureau et le parc existant. Or, en immobilier de santé, on a exactement le problème inverse. C'est qu'on a des besoins qui sont absolument pharaoniques, que ce soit sur le long séjour, que ce soit sur les cliniques, que ce soit sur même toute la problématique du séjour au sens large. Et Grégory mentionnait les problématiques démographiques, et on pourra en reparler. Donc, on a un mur véritablement démographique devant nous, avec une offre en immobilier de santé qui est relativement restreinte. Donc, on va avoir plutôt tendance à être porté par cette vague et donc être porté par un trend de long terme plutôt que d'être sur une bulle. Donc, on est, nous, plutôt persuadés que c'est un actif, au contraire, qui sera extrêmement résilient. Et on a d'autres exemples de résilience qui sont attachés, qui sont assez propres à l'immobilier de santé. Mais je pense que le caractère principal, c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait qu'aujourd'hui, on va avoir besoin de loger nos aînés, on va avoir besoin de nouvelles typologies de résidences, que ce soit des résidences services seniors, d'EHPAD. On a de nouvelles pathologies.
on vit plus vieux. Et donc tout ça concourt au fait d'avoir besoin de plus d'immobilier. Et clairement, la puissance publique, c'est vrai, c'était très clair pendant le Covid, hein, la puissance publique ne peut pas tout faire et clairement, elle n'alloue pas des moyens suffisants à, voilà, pour en tout cas, la réponse à l'ensemble de ces questions. Et c'est véritablement voilà, aux investisseurs privés de répondre à ces bouleversements qui sont voilà, qui sont assez massifs. Merci. Grégory, chez Perial, Bah, je j'imagine partage. pareil que tu vas nous dire qu'on n'est pas dans une bulle. Non, mais en fait, Antoine a très bien résumé la situation, enfin, par rapport à tous les arguments qu'il vient de citer. Nous, on partage exactement la même conviction. Alors, certes, à moindre de regret par rapport aux encours, je dirais, aujourd'hui, mais on a créé PF Hospitality Europe pour justement répondre à ces besoins d'hébergement pour toutes les classes d'âge aujourd'hui de la population. Et l'immobilier de santé est très corrélé justement à la croissance, enfin, déjà à la croissance de la population et donc aux problématiques qui vont être, qui concernent les personnes âgées ou aux personnes qui ont plus de 65 ans, si ce n'est de façon transitionnelle. Et on voit également, Antoine a parlé aussi, évidemment, la croissance des pathologies, donc il va falloir aussi avoir des résidences d'hébergement qui soient corrélées à ce traitement des pathologies, puisque je crois qu'il y a plus de 40% aujourd'hui de personnes qui souffrent d'infections longue durée. Et puis également, on est encore en sous-offre en finale, et pas uniquement de ces fondamentaux, dirais-je, démographiques, mais aussi parce que l'immobilier de santé est très normé. Il faut savoir qu'il faut une autorisation d'exploitation pour pouvoir créer ou transformer un établissement de santé, mais pas uniquement en France, c'est le cas aussi dans les autres pays de la zone euro. Et donc, de cette attente, on va dire, de ces autorisations, on est limité aussi à la création de lits. Donc finalement, toutes ces données-là, les politiques publiques en même temps, tout est croisé, les opérateurs aussi, d'où cette consolidation actuelle qui devient de plus en plus forte, fait que cet actif est réellement n'est pas dans une bulle au final. Ok, écoutez, c'est assez clair. Thierry, du coup, j'imagine qu'on va aller un peu dans le même sens. Oui, pour ne pas paraphraser, je vais simplement quand même compléter les propos, mais je suis complètement en phase avec ce qui a été dit, hein, bien sûr. Je crois que là, tu as trois observateurs, parmi d'autres, bien sûr, mais qui sont assez prégnants sur les différents marchés avec différents prismes d'analyse qui sont assez complémentaires. J'ajouterais, et c'est bien un ajout, hein, simplement, c'est pas une contradiction, j'ajouterais qu'effectivement, on est sur un marché l'immobilier est plutôt cyclique et le marché de santé, lui, est plutôt contracyclique. Donc, ce qui démontre bien qu'effectivement, il fait fi, en quelque sorte, des aléas financiers des marchés, bien qu'on soit sur un véhicule de nature financière avec la SCPI. Et surtout, donc, il tente effectivement de résorber, et donc, effectivement, j'estime qu'on n'est pas dans une bulle, loin s'en faut, de résorber donc, cet écart entre l'offre et la demande. Et j'ajouterai quelques petits chiffres comme ça pour illustrer mon propos. Bon, aujourd'hui, par exemple, en matière résidentielle, de type EHPAD notamment, il manque 100 000 lits en France. 500 000 en Europe. Et évidemment, c'est une statistique qui ne va faire que s'accroître. Et peut-être aussi un autre chiffre qui est assez évocateur. Aujourd'hui, une jeune femme qui naît a une chance sur deux d'être centenaire, mais malheureusement, en quel état? Et c'est cette fin de vie qui va être intéressante à travailler, intéressante au sens sociétal, hein, s'entend, mais qui supposera effectivement des équipements qui sont considérables. Donc ça, c'est très important. Et ce qui est également très important, c'est de voir comment on peut se mettre en face d'une profondeur de marché qui soit suffisante. Parce que c'est bien de collecter, comme tu l'as dit, Benjamin, donc on a le vent en poupe, hein, sur les SCPI de santé, c'est une évidence, et c'est pas un hasard, c'est aussi du travail d'ailleurs, mais c'est effectivement la réponse à un besoin, c'est du travail de prospection, et c'est notamment donc trouver des terreaux fertiles, tant en matière sectorielle qu'en matière géographique, d'où la nécessité d'aller parfois repousser les frontières pour aller trouver chaussures à notre pied, si tu me passes l'expression, pour que ça corresponde à notre cahier des charges, qui est aussi celui, évidemment, des conseillers qui nous écoutent, qui est lui-même le reflet des attentes des épargnants. Donc tout ça, c'est un alignement d'intérêts qui fait que, à mon sens, et je suis assez récent sur ce marché, puisque j'ai rejoint la maison qui a 18 mois, me renforce dans l'idée qu'effectivement, on n'est pas du tout sur une bulle. Encore une fois, on est dans un secteur acyclique assez décorrélé, et on a montré donc de fait la résilience de ce segment de marché.
Merci beaucoup Thierry. Alors pour autant, on le sait tous, hein, aujourd'hui on est dans un marché de hausse des taux assez fulgurant. En tout cas, ça l'a été pendant juste après le début de la guerre en Ukraine. Hein, pendant 8-10 mois, on a eu une hausse des taux qui a été vraiment fulgurante. Donc là, ça continue à monter un peu moins vite, certes, mais ça continue à monter un petit peu. Dans ce contexte-là, on sait hein, que globalement, l'immobilier n'est pas forcément, c'est pas là qu'on va tirer le meilleur lié à la hausse des taux. Hein, on préfère être sur de l'obligataire. Aujourd'hui, une hausse des taux, ça peut vouloir dire baisse du prix de l'immobilier. On l'a déjà constaté. Hein, on le constate sur du résidentiel à Paris. On l'a constaté sur certaines typologies d'actifs d'immobilier professionnel, comme un peu les bureaux, comme un peu la logistique aussi, où ça s'est un peu détendu par rapport à tout ça. Donc, globalement, est-ce qu'il y a vraiment un marché à part qui est la santé et il n'y aura pas de baisse de prix à cause de cette hausse des taux? Ou alors, malgré le fait que ça reste intéressant, on peut quand même avoir une petite baisse sur le prix de certaines typologies d'actifs de santé. Et dans ce contexte, à l'inverse, est-ce que vous avez la possibilité d'augmenter vos loyers dans un contexte d'inflation important? Voilà, donc un peu deux questions dans la question. Quid du prix par rapport à la hausse des taux et quid d'une éventuelle revalorisation des loyers aussi par rapport à cette inflation importante et cette hausse des taux. Grégory, chez Perial, un petit peu votre point de vue sur les taux et quel impact sur la thématique santé? De toute façon, oui, la hausse des taux a un effet mécanique de toute manière sur le repricing des actifs. Ça, on pourra pas l'éviter. Néanmoins, il faut nuancer, et en plus on le trouve sur toutes les typologies d'actifs, et puis même on le remarque aussi sur les statistiques que nous sont remontées par les brokers, ou sinon par les instituts de statistiques immobilières. Il semble quand même que l'immobilier de santé, et là on parlera aussi des facteurs qui permettent d'avoir cette résistance sur les prix, mais je ne dis pas qu'il n'y aura pas de repricing de toute façon, mais il sera un peu plus contenu. Et donc, on voit par les fondamentaux, puisque nous soulignons quand même les actifs de santé sont quand même beaucoup plus concernés par des baux longs, comme on l'a dit tout à l'heure. En France, on est au maximum à 12 ans, et puis on peut aller de 15 à 20, voire à 25 ans aussi en Europe. Hein. Il faut savoir que nous, quand on prend le PF Hospitalité Europe, ou si c'est tout l'ensemble, on va dire, de notre parc de santé, on est sur une durée résiduelle de baux qui est ferme, qui est pratiquement à 12 ans. Donc ça aussi, les experts le prennent en considération aujourd'hui. Donc ce qui fait que d'un trimestre, par exemple, si on compare le trimestre 2022 au trimestre 2023, le repricing aujourd'hui des actifs de santé, je crois, n'a même pas dépassé 50 points de base. Contrairement, on va dire, aux actifs de logistique ou de bureau, on peut dépasser les 100 points de base. Donc en fait, les fondamentaux, si ce n'est même le manque de profondeur de cette typologie d'actifs, qui n'est pas concerné encore une fois par la suroffre, permet, on va dire, de résister et d'avoir une valorisation plutôt contenue et plutôt résistante. Je ne dis pas qu'il ne va pas avoir de repricing. D'ailleurs, en plus, heureusement que les fonds sont assez jeunes et donc il ne va pas avoir en plus un stock notable d'actifs qui va être mis sur le marché, à moins évidemment que le cas Orpea mettra, on va dire, ce milliard d'actifs présents. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui va se battre sur ces portefeuilles et ainsi que les opérateurs. Mais néanmoins, aujourd'hui, non, il n'y aura pas de fort repricing. Et si on doit parler d'impact sur les prix des CPI, il n'y aura pas d'impact aujourd'hui nous concernant, ou en tout cas concernant les actifs de santé. D'accord. Et sur du coup, la possibilité, alors c'est vrai que c'est un portefeuille qui est globalement assez jeune hein, chez vous, mais malgré tout, est-ce que il y a une possibilité d'augmenter un peu les loyers ou comment ça se passe? Ou alors on se dit on reste ça parce que finalement Ça, c'est le grand avantage de l'inflation. Hein. On parle évidemment hausse de l'inflation et hausse des taux directeurs, mais à contrario, on profite pleinement, on va dire, des effets bénéfiques sur le loyer de l'inflation, puisque l'inflation, suivant les pays, on va dire, évolue de toute manière, et donc on réplique automatiquement l'inflation sur les baux, sur les loyers. Donc, ce qui fait qu'en France, il y a des indices, on va dire, ce qu'on réplique, donc qui sont un peu plus lissés dans le temps, et dans les autres pays européens, on réplique totalement l'inflation sur les baux. Donc aujourd'hui, en fait,
fait, on gagne aujourd'hui la performance locative sur la perception des revenus. Donc non, c'est plutôt bénéfique. Il n'y a pas, on va dire, de renégociation de loyer à la baisse dans les baux, mais il y a l'impact des indexations inflation plus indice. Donc oui, c'est profitable, l'inflation est profitable. Et encore une fois, on parle toujours de valeur refuge, mais en fait, c'est parce que on réplique l'inflation uniquement. Ok. Merci Grégory. Antoine, du coup, chez Primonial, votre point Oui. par rapport, quand on a un actif comme Primovi qui pèse 7 milliards, est-ce qu'il y a malgré tout pas un risque, alors même si c'est pas 100% santé comme tu le disais, il y a effectivement un peu d'éducation, mais est-ce qu'on n'a pas à un moment donné ce risque de baisse de prix sur des actifs maintenant qui ont 8, 10, 12 ans, hein, puisque vous avez lancé Primovi il y a une douzaine d'années, est-ce qu'il n'y a pas ce risque de baisse des prix finalement? Non, bah, comme le disait Grégory, hein, je pense que c'est effectivement c'est mécanique. Hein, l'immobilier, c'est un flux divisé par un taux de rendement attendu. Le taux de rendement attendu, là où il pouvait approcher les 4,5 il y a encore quelques mois, aujourd'hui, le taux sans risque étant proche de 4. Le taux de rendement attendu doit s'apprécier différemment et on le voit bien. D'ailleurs, il y a relativement peu de transactions sur le marché, mais on voit bien que les taux de rendement attendus, même sur l'immobilier de santé, vont avoir tendance quand même légèrement à augmenter. Donc ça va avoir un effet mécanique, même s'il sera assez contenu sur la valorisation du stock. Ça, c'est assez clair. Comme de l'autre côté, on a la possibilité effectivement d'augmenter les loyers de façon assez significative, l'impact est assez mesuré. D'ailleurs, je crois que c'est l'indice MSCI en 2022, alors c'est probablement un peu, là ça tombe bien cette statistique, mais bon, montre quand même que l'immobilier de santé est la seule classe d'actifs qui voit à la fois son rendement en capital et le flux de loyer augmenter. C'est la seule classe d'actifs qui fait ça. Ça va évidemment, à mon avis, se tasser un petit peu plus en 2023, mais on aura un combo entre le rendement en capital et le flux de revenus classique qui risque d'être encore assez positif. Après, voilà, c'est une refuge, mais pas une île. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas exempt non plus totalement du reste de l'économie mondiale et notamment de la concurrence avec d'autres produits de type produits obligataires. Après, peut-être pour revenir sur un point que tu mentionnais, effectivement, on parle de la façon dont Primovi et les SCPI peuvent réagir. Hein, et les SCPI, vous le savez, elles bénéficient d'une sorte d'amortisseur, c'est-à-dire que la société de gestion n'a pas l'obligation de traduire immédiatement les hausses et les baisses de valorisation d'expertise. Il y a une sorte de coussin de plus ou moins 10%, ce qui historiquement a permis de lisser un peu les hausses d'expertise et qui, dans le sens contraire, va permettre à la plupart des sociétés de gestion, et notamment celles qui sont investies en immobilier de santé, s'il devait y avoir un léger tassement sur les expertises, de ne pas le transcrire immédiatement sur les prix de part et probablement de ne jamais avoir à le faire. En revanche, on a une position qui va être différente si on a par exemple un produit comme des OPCI ou des SCI, où là, les valorisations se traduisent immédiatement à chaque valeur liquidative. Alors, il se trouve que je ne trahis personne en disant ça, mais on a tous des SCI qui sont investis en immobilier de santé qui sont assez jeunes, donc qui finalement ont acheté les produits immobiliers à un prix qui est déjà un prix qui est probablement assez retradé, et donc s'il y a eu des ajustements, ils sont déjà dans les cours, et manifestement, toutes les SCI ont des VL qui ont progressé encore cette année. Et Thierry, du coup? Alors moi, pour compléter là aussi, hein, parce que je pense qu'on est assez aligné sur nombre de sujets fondamentaux. Bon, oui, Je vais avoir cours du mal à vous faire diverger, j'ai l'impression aujourd'hui. Pardon? Je vais avoir du mal à vous faire diverger tous les trois. Déjà, on est des gens bien élevés, donc on va être soit entre Je nous. vais le dire. mais non, mais là, franchement, effectivement, c'est assez convergent. Et puis, tu sais qui tu as invité, donc. Et je t'en remercie d'ailleurs. Non, quand on parle des taux, je pense qu'il faut aussi revenir à l'origine des taux, enfin de l'augmentation des taux. D'abord, le marché immobilier n'est pas tout à fait le marché obligataire, même s'il y a quelques similitudes, mais il est quand même pas tout à fait, il fonctionne pas tout à fait de la même façon. Et puis là, ce qui est le moteur des taux, c'est quoi? C'est l'inflation. Donc revenons sur la source, j'allais dire, du problème, si tant est que ce soit un problème. Il y a la bonne et la mauvaise inflation. C'est comme le cholestérol. Et donc, nombre de nos aînés se sont constitués leur patrimoine immobilier grâce, finalement, je dis bien grâce, en soulignant 2 fois, à l'inflation. Donc, là aussi, quand on est dans des périodes d'acquisition, pourquoi pas, ça peut être bénéfique. Alors après,
la meilleure parade pour tout ça, finalement, c'est de trouver, et qui a un impact évidemment sur la valorisation des actifs, c'est, je crois, la diversification tant sectorielle que géographique. Et nous, on est bien placé pour le savoir avec la SCPI Pierre Santé, puisqu'on est sur 9 pays désormais, que la valorisation des actifs est assez différente d'un pays à un autre. Alors là, tu Non, empiètes déjà sur ma dernière question, mais c'est pas grave. Non, non, pardon. non, 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 mais écoute, Pardon, alors soit je suis dans ta tête, ce qui parfois m'inquiète, oui, vaut mieux. Oui, c'est mais non. pas. Mais non, on y fera le ménage. Non, 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 c'est mais ce que je gentil. veux dire par là, c'est que ça a un vrai impact sur la valorisation. Et je voudrais revenir sur un petit peu des standards. Alors peut-être casser un peu les standards. C'est vrai qu'on dit souvent dans l'immobilier, notamment dans le résidentiel, dans les murs de magasins, etc., c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. C'est pas du tout vrai en matière de santé. En matière de santé, certes, l'emplacement a une certaine importance, mais c'est presque avec un petit E. Et le plus important, si je mettais 3 E également pour trouver un parallèle, c'est l'exploitation avec un grand E et en majuscule, où là, effectivement, ce qui est important pour nous, c'est la visibilité sur les cash flows à venir. Et Grégory l'a souligné, on est sur des baux de très long terme. En ce qui nous concerne, là, le dernier actif qu'on a acheté pour la SCPI Pierre Santé au Canada, il est sur un bail ferme de 30 ans. Donc, rendez-vous compte, 30 ans. Quoi de mieux pour un financier dont je fais partie que d'avoir la visibilité sur la récurrence des cash flows. Donc ça, c'est très important. Et si je rajoutais un troisième E, j'y mettrais le E de environnement. Donc à la fois l'environnement économique et l'environnement au sens environnemental. Tout ça donc fait que c'est la façon dont on va valoriser les actifs, mais encore une fois, on n'est pas sur sur les mêmes standards. Donc ça me paraît essentiel d'avoir en tête pour dire oui, effectivement, on est je ne sais pas si on peut dire qu'on est serein, parce qu'on est quand même sur un marché qui ralentit, le marché immobilier. Donc, j'ai pour coutume de dire qu'on est sur un tapis roulant. Le tapis roulant, il va moins vite. Voire il s'arrête, voire il va en arrière. Mais en revanche, pour la santé, il continue à avancer petitement, certes, de façon un petit peu plus modeste. Donc, il faut courir un peu plus vite. Mais bon, c'est pas grave, on s'est entraîné pour ça. Et donc, on va essayer de trouver justement des éléments de différenciation pour aller un pas plus loin, un pas plus vite. Et justement, là-dedans, et c'est la deuxième partie de ta question, c'est sur les loyers. Certes, évidemment, on a une sorte de rempart contre l'inflation parce qu'on sait qu'on peut indexer les loyers. Mais la question majeure, là aussi, n'est pas tant de pouvoir indexer les loyers, mais de pouvoir travailler avec des gens qui sont capables d'assumer cette évolution des loyers. Et là aussi, dans la santé, on est principalement, je crois qu'on est tous les trois logés à la même enseigne, on est principalement avec des actifs qui sont monolocataires, monovalents, avec là encore des durées de baux qui sont très très longues. Donc on est assez à l'aise. Et puis honnêtement, un EHPAD, ça déménage pas tous les 2 jours. Une clinique non plus. Un laboratoire, peut-être un peu plus. Une maison médicale, peut-être un peu plus. Mais on a une très belle visibilité là aussi sur la stabilité en matière d'emplacement, de capacité du locataire à absorber les évolutions de loyer. Et là aussi, quand on est à l'étranger, on est moins encadré, peut-être un peu plus permissif sur ces évolutions, ces indexations. Merci beaucoup. Donc, je retiens qu'il y a la santé, hein, c'est pas une île, c'est une presqu'île. À la rigueur, on va dire qu'il y a un pont qui peut Non, relier à non. l'immobilier et qu'il y a le bon et le mauvais actif. Moi, je pense, j'allais faire le parallèle avec le chasseur, mais tu l'as fait avec le cholestérol. C'était bien Ouais. aussi. Justement, tu parlais d'environnement et c'est une question qu'on n'a pas préparée, donc je vais vous prendre un peu de cours. Justement, l'environnement sur les actifs de thématique santé, est-ce que c'est aussi prégnant que sur le résidentiel ou que sur l'immobilier un peu tertiaire type bureau? Ou est-ce que justement il y a moins cette importance-là sur des actifs environnementaux qui respectent les règles, qui soient éventuellement autonomes ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a une différence finalement dans l'approche de l'investissement sur la thématique santé par rapport à la préservation de l'environnement qui devient un sujet assez majeur? Antoine? En fait, il y avait historiquement une différence parce que l'appréciation des locataires était un petit peu différente. Ça fait déjà 10 ans finalement que les grands locataires bureaux n'iraient pas dans un bâtiment qui serait pas énergétiquement à peu près efficace ou qui n'aurait pas les 2, 3 labels qui vont bien. Et c'est vrai que sur l'immobilier, l'immobilier de commerce c'était un petit peu plus en retard. L'immobilier géré, donc hôtellerie et immobilier de santé, étant un immobilier qui est vraiment dans la main des locataires, hein, enfin des exploitants dont c'est leur outil de travail, ont été peut-être un tout petit peu plus en retard sur cette progression. Après, aujourd'hui, en termes d'investissement et pour les sociétés de gestion et pour les grands institutionnels, c'est un enjeu majeur parce que c'est un enjeu majeur
développe sur l'ensemble de la filière immobilière. Donc, il n'y a pas de raison de laisser de côté l'immobilier de santé, même si, et c'est là où il faut quand même avoir cette transparence, même si c'est beaucoup plus compliqué sur une maison médicalisée, sur un EHPAD, d'implémenter un certain nombre de mesures, ne serait-ce que de connaître la mesure exacte des consommations d'énergie, etc., et de fournir des plans de CAPEX pour les faire progresser, que sur un bâtiment de bureau vide. Hein, vous voyez bien qu'il y a une différence dans la façon dont on va pouvoir progresser. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un des grands défis pour la profession, hein, c'est de pouvoir faire progresser ces actifs, quand bien même les difficultés opérationnelles sont beaucoup plus grandes. Merci Antoine. Grégory, de votre côté, sur cette partie effectivement Ouais, environnementale? Non, non, mais c'est vrai, enfin, on a tous maintenant l'expérience du caractère environnemental dans la gestion des actifs, hein, et c'est vrai que les opérateurs, mais pas uniquement privés, si c'était même public, non pas la négligence, mais c'est de facto l'actif en lui-même, de façon intrinsèque, qui était voué à consommer de point de vue énergétique ou autre. Après, il y a sûrement l'apport, la production d'énergie, on va dire, qui va amener à être, comment dire, plus vertueux, si vous voulez, mais on est sur une vraie problématique à soumettre, on va dire, des plans d'exploitation qui correspondent maintenant aux normes environnementales. Toutefois, la société de gestion a vocation à aider justement l'exploitant à réaliser ce type de plan, parce que l'exploitant, comme on le disait tout à l'heure, ce sont des gros opérateurs, on voit, en termes de leur positionnement actuel, que ce soit domestique ou européen, et ben, c'est de faire aussi une avancée ou de montrer qu'ils font les efforts en la matière environnementale. Donc la transition énergétique, ils doivent la réaliser également, et nous, on peut les accompagner à le faire. Mais ça mettra plus de temps, sachant qu'aussi qu'il y a une partie aussi du parc qui est aussi en voie d'obsolescence. Donc il y a des sujets de restructuration aussi de l'immobilier de santé, et fortement même. Et donc on est en pleine aussi de transition aussi sur les coûts aussi des prestations, de prendre en considération les pathologies. Là, je parle du côté médical, mais ça l'est aussi d'un point de vue environnemental. Surtout que également le couple, nous, avec le S aujourd'hui, donc le S est prédominant, on va dire, aujourd'hui dans les caractéristiques ESG de l'actif, mais néanmoins, le E, il doit également suivre, et on doit faire face aussi aux problématiques de taxonomie, et l'actif de santé n'y échappe pas, en fait. Donc, il y a une avancée, et tout le monde doit avancer sur ce sujet. Et alors Thierry, du coup, vous qui êtes très très diversifié sur de nombreux pays, Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne, Canada maintenant, est-ce que y a cette même approche, en tout cas vous dans vos investissements, ou alors est-ce que ça peut différer selon les pays sur la partie environnementale justement? Alors, tu as raison de préciser que c'est pas simple parce que on doit conjuguer plusieurs réglementations. Donc, on a une équipe dédiée là-dessus. Donc, on a une équipe de 3 personnes qui est full-time sur le sujet. Donc, parce que comme vous le savez ou pas, l'idée, c'est après avoir obtenu un label, etc., on est très fiers d'avoir obtenu le label ISR là tout récemment, mais ça nous a pas vraiment étonné parce que c'est en nous. On fait tellement ça naturellement que ça paraît logique. Mais en fait, c'est le traitement des données après qui est extrêmement complexe. Et donc là-dessus, on n'est pas vraiment aidé, hein. Il faut y aller un petit peu à la mimine. Et donc, c'est vrai que avoir des grilles de scoring que sur chacun des établissements, on sait qu'on a à peu près une vingtaine de segments dans le secteur de la santé analysés qui sont différents et qui s'analysent différemment. Donc, tout ça, effectivement, fait des bases de données qui sont extrêmement complexes. Mais en tout cas, nous, on estime qu'on doit être absolument contributeur, moteur, incitateur, et donc on doit accompagner donc cette évolution qui est inéluctable, puisque on fait partie de l'immobilier néanmoins, même si on dit que l'immobilier de santé est un petit peu à part de l'immobilier classique ou résidentiel ou quoi que ce soit, mais l'immobilier c'est quand même le plus gros consommateur en matière d'énergie, un des plus mauvais élèves en matière de carbone. Donc, il faut absolument effectivement agir et agir de concert. Et là aussi, à l'étranger, on peut trouver des standards qui sont peut-être différents, mais qui sont aussi inspirants. Et donc, qui nous permettent aussi d'analyser les choses un peu différemment. On peut avoir aussi des agences de scoring qui vont, notamment sur la partie, comment dire, enfin, on y reviendra probablement, mais sur les EHPAD notamment, donc des audits réguliers, etc. Donc, qui font que on a, nous, des guidelines pour investir dans des établissements qui sont scorés régulièrement. Et si ça se fait pas, on le fait nous-mêmes. Donc, on a notre propre comité également qui nous permet d'aller auditer, d'aller scorer des établissements. Et comme Grégory le soulignait à l'instant, effectivement, dans l'ESG, nous, ce qui nous importe le plus, c'est le S. Évidemment, hein, on sait qu'on peut calibrer les différents segments entre E, S et G.
Et sur le S, on a pris le maximum qui est 50%, qui nous permet de suivre ce critère-là comme le lait sur le feu. Parce que là, on a vraiment un sujet d'accompagnement. Là aussi, on va voir que les locataires qui sont sur des durées très longues de bail, on l'a déjà dit, mais également qui sont souvent avec des baux triple net. Donc, ça veut dire qu'ils vont prendre en charge toutes les travaux de rénovation, de mise aux normes environnementales et autres, et elles sont nombreuses, effectivement, là aussi dans le domaine de la santé. Pour nous, c'est important aussi de voir si ces locataires sont en capacité d'absorber toutes ces augmentations finalement de charges pour lui, qui sont en moins pour nous, mais qui vont sûrement se retranscrire dans le prix. Donc c'est aussi un doux équilibre et une négociation donnant-donnant, gagnant-gagnant. Et on aime bien, nous, cette notion de proximité avec l'exploitant, parce qu'on ne peut rien faire en mettant la tête sur le billon à un exploitant. Eh bien, merci sur ce point que nous n'avions pas travaillé, je tiens à le préciser. Alors, qui dit Active Santé, vous en avez parlé, dit EHPAD. Et là encore, parfois, on a des partenaires qui nous disent voilà, je voudrais bien investir sur la santé, mais mon client ne veut absolument pas d'EHPAD, ou en tout cas, ne veut pas de telle ou telle marque d'EHPAD. Je ne le citerai pas, même si ça a déjà été fait, parce qu'il y a eu les fameux scandales. Et donc, l'idée, c'est de dire je veux bien investir en thématique santé, mais est-ce que vous pouvez vous assurer et me certifier qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura pas d'EHPAD de telle et telle société? Est-ce que ça a eu un vrai impact, ce scandale, dans la gestion de vos SCPI? Est-ce que vous prenez en compte ces points-là pour mettre une surveillance, je dirais encore plus accrue, sur les sociétés et sur les EHPAD dans lesquels vous investissez? Grégory, par exemple. Nous, on était moins impactés, on va dire, par la problématique, puisqu'on doit avoir un ORPEA dans notre fonds professionnel, et puis un actif, pareil, un EHPAD de Curanum, mais qui est une filiale de Corian également. Mais néanmoins, en termes de perception de loyer, on n'a pas été très impactés. De toute façon, ils poursuivent évidemment l'encaissement des loyers, et le distancement également. Donc, moi, je pense que de notre côté, nous, on l'a vu plus que sur un risque d'image, plus médiatique, évidemment, de notre côté. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu aussi lors du Covid. Évidemment, bon, certes, ça a remis en cause les systèmes de santé, mais néanmoins, il y a eu une sorte de trou d'air qu'on paye un petit peu encore dans certains, peut-être EHPAD, puisque, évidemment, on n'a pas pu renouveler la population ou les taux d'occupation des EHPAD lors de cette période-là. Toutefois, aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative au final pour une personne en dépendance. C'est ça qu'il faut lui dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune alternative. Donc, les soins chez soi, c'est aussi très compliqué, c'est aussi beaucoup de coûts, et il n'y a pas beaucoup de relais en la matière, et donc seul l'EHPAD peut remplir cette mission d'accompagnement de la personne âgée, et surtout après 85 ans. Et on voit, les taux de vacances sont très satisfaisants actuellement. Donc, c'est un sujet, certes, qui est polémique, mais on voit, aujourd'hui, Orpea, il y a quand même une reprise en main de la Caisse des dépôts et d'acteurs institutionnels forts, qui sont déjà des forts acteurs santé, qui sont aussi entreprises à mission, qui ont un vrai rôle par rapport à l'autre, c'est-à-dire à la personne, à la prise en considération de la personne. Et il y a une vraie croyance dans la refonte du système, justement, de la gestion de l'EHPAD. On l'a vu en Allemagne il y a quelques années, l'État était fortement intervenu. C'est le cas en France aujourd'hui, plan Ségur ou autre. Et donc, il y a certes, les opérateurs font sûrement moins de marge, mais gérons mieux. Et aussi, il y a une confiance aussi à trouver au personnel soignant, surtout, parce qu'il y a une vraie problématique également. Il faut aussi bien valoriser le personnel soignant. Donc, il y a beaucoup de problématiques, mais qui vont se régler, parce que de toute façon, on ne doit pas négliger le besoin démographique à venir. Donc, de toute façon, c'est sur ce schéma-là, sous cet établissement, qu'on doit régler les problèmes. Merci Grégory. Thierry, du coup, est-ce que vous refusez par exemple d'investir dans les deux sociétés Orpea et Corian, on va les citer par rapport au scandale, ou est-ce que vous dites demain s'il y a des opportunités d'investissement, sachant qu'effectivement il y a la Caisse des dépôts qui est arrivée pour aider et que peut-être ce scandale va permettre d'améliorer beaucoup de choses, en tout cas dans la gestion? Alors déjà, la peur n'exclut pas le danger, donc il faut déjà prendre le taureau par les cornes. Et effectivement, je rejoins là aussi ce qui a été dit, c'est pas en disant on va tourner le dos aux EHPAD qu'on va régler le sujet. Au contraire. Donc il faut effectivement aller dans le sens de plus d'EHPAD, plus d'hébergement privé qui permettra de donner de l'air à l'hébergement
publiques, etc. Donc tout ça va jouer de façon coercitive et il faut absolument qu'on aille de concert sur ces sujets-là. Alors après, bon, nous, on n'était pas effectivement exposés sur Orpea et Corian. J'ai cru comprendre qu'à l'origine, d'ailleurs, c'était eux qui voulaient pas de nous, donc finalement, bien leur en a pris. Parfois, ça a du bon. Voilà. Et donc, de fait, là aussi, je rappelle la proximité que l'on a avec nos exploitants. De fait, on est plutôt positionné sur les small et mid cap. D'une part, et d'autre part, on est principalement positionné à l'étranger. Et là aussi, comme je le disais tout à l'heure, à l'étranger, on trouve nombre de concepts, y compris dans des... Alors, j'ai du mal, moi, à les appeler EHPAD à l'étranger, parce que le dernier actif qu'on a acheté, dont on a acheté le foncier au Canada, au Québec, ça ressemble pas franchement à un EHPAD. Et moi, je reviens de là avec beaucoup de choses inspirantes, justement. Et ça porte un autre nom, et c'est très bien comme ça, mais bon, dans notre catégorie en France, on va le loger dans les EHPAD. Donc, on en a une centaine, un peu plus d'une centaine dans notre portefeuille, et on en a une quinzaine seulement, si j'ose dire, en France. Alors, non pas qu'on n'aime pas la France, mais encore une fois, on se tourne plutôt vers des exploitants de taille moyenne. Ça, c'est le premier point. Et puis, la France et l'Allemagne sont devenus aussi des territoires qui sont extrêmement sollicités, donc les prix sont quand même assez élevés. Donc, tout ça fait que effectivement, on va plutôt à l'étranger sur des small et mid cap. Et là, à l'étranger, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement des organismes privés qui font des audits permanents, en tout cas tous les ans, possibilité d'être audités par ces organismes-là pour donner des scores. Et ces scores-là nous servent énormément de guidelines pour nos acquisitions futures. Et très modestement, je pense qu'on a un petit peu inspiré quand même là aussi les autorités pour que, effectivement, la décision eût été prise il n'y a pas si longtemps de dire dans les 2 ans, 2500 établissements de type EHPAD vont être contrôlés. C'est très bien, mais c'est du budget. Et le budget, on ne l'invente pas. Le budget, c'est aller choper une partie du budget du ministère de la Santé. Si je prends l'exemple de l'Allemagne, qui est un marché assez similaire au nôtre, le simple fait de contrôler les EHPAD tous les ans, c'est 2,5 milliards. 2,5 milliards, c'est quand même pas un petit budget, c'est 20% du budget du ministère de la Santé. Est-ce qu'on choisit de doter la santé d'un budget supplémentaire de 2,5 milliards? Oui, mais c'est ton impôt, c'est le mien, c'est celui de ceux qui nous écoutent. C'est un choix budgétaire et un choix politique. Donc, on n'a pas fait ce choix à un moment donné. On a été très exigeant, on est très exigeant via les ARS pour les implantations d'EHPAD dans les différentes régions. Et on est un peu plus permissif, on va dire, sur le contrôle permanent une fois que l'établissement est installé. En Allemagne, par exemple, c'est tout à fait l'inverse. Tout à fait l'inverse. Donc, on ne se satisfait pas de ces événements qui ont touché les EHPAD parce que ça a un impact psychologique important. Quand on a l'occasion d'en parler, ça va parce qu'on avait expliqué le pourquoi du comment, etc. Et je pense que la pire des choses, et ça, pardonne-moi Antoine, mais je vais te piquer une partie de ton argumentaire, parce que je la pique à Daniel Weil qui dit... Je sais ce que tu veux dire. Ah, zut. Moi, je vais le dire avant toi, tant pis pour toi. Elle disait que la première des maltraitances, c'est de ne pas justement contribuer à l'implantation d'EHPAD. Et donc, ça va dans le sens aussi de ce que disait Grégory. Pardon, Antoine, je te piquais. Moi, c'était ma chute. C'est honteux, franchement. Ça y est, ça commence à se tirer dans les pattes, ça devient intéressant. Non, je plaisante. Accord d'investissement dans les Bahamas pour aller visiter les EHPAD. Si tu vas au Canada, pourquoi pas les Bahamas, finalement? Alors, il y a d'abord une analyse macroéconomique du pays pour voir si effectivement il y a un besoin, il y a des politiques budgétaires qui sont mises en place, il y a effectivement une bonne gestion de ces établissements-là, mais c'est une idée à creuser. Bon, on va y revenir sur la prochaine question sur les investissements justement à l'étranger. Antoine, du coup, alors tu t'es fait piquer ta conclusion. C'est piqué ma chute, mais c'est pas très sympa, mais non, mais peut-être juste pour compléter, déjà. Orpea et Corian, je pense que c'est pas le même sujet, exactement. Orpea, c'est un système qui a été mis en place, qui manifestement été quand même assez particulier, assez, pas mafieux, c'est pas tout à fait le terme, mais en tout cas vraiment totalement financièrement et humainement complètement déviant. Donc c'est un autre sujet que Corian, qui est le leader européen et qui donc de fait est le plus exposé comme accord et le plus exposé à des problématiques sur l'hôtellerie, sur etc. Donc voilà, je pense que c'est vraiment pas le même sujet. D'ailleurs, je pense qu'il y a assez peu finalement d'investisseurs institutionnels qui étaient très exposés à Orpea en equity. Beaucoup étaient prêteurs, et beaucoup ont perdu quand même un petit peu d'argent en prêteurs. Assez peu d'investisseurs comme nous, les sociétés de gestion, étions dans Orpea parce que ils avaient finalement externalisé leur mur plutôt auprès de porteurs privés. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de gens qui probablement vont perdre de l'argent parce qu'ils avaient une chambre dans un EHPAD isolé. Et là, le schéma n'est pas du tout le
même que ce qu'on propose au travers de véhicules collectifs où on possède en général l'intégralité évidemment des lots d'un EHPAD. On a la maîtrise du foncier et la maîtrise de l'exploitation à travers de la discussion qu'on peut avoir avec les exploitants. Donc le débat est un petit peu différent. Ensuite, sur les grands exploitants, ça peut être une faiblesse et aussi une force, parce que ces grands exploitants, ces champions européens, hein, dont beaucoup sont français d'ailleurs, d'origine, ont un développement international et ont surtout des moyens financiers d'accompagner leur développement. Ce qu'on fait, nous, avec Primonial REM, hein, c'est d'accompagner le développement de ces grands exploitants, que ce soit en France, mais également partout en Europe. Ça permet déjà on va dire, de concourir, on va dire, au développement de la classe d'actifs, et ça permet également de ne pas courir à travers l'investissement. On a parlé tout à l'heure d'une classe d'actifs, l'immobilier de santé, qui est finalement une assez petite classe d'actifs, hein. On parle de 5, 6, 7 milliards d'euros par rapport à 80 milliards d'euros pour le bureau. Donc on voit que c'est une petite classe d'actifs qui va se développer énormément, mais qui reste un terrain de jeu assez petit. La force de ces grands exploitants en Europe, hein, c'est qu'ils ont des pipelines d'investissement qui sont déjà établis et dans lesquels nous, on peut s'insérer et participer avec eux. Un exemple, hein, sur Primovie, cette année, quasiment tout l'argent investi sur le premier semestre sont des projets qui ont été initiés dans le passé. Et donc, ça n'est que la concrétisation de programmes d'investissement qu'on a sur le long cours. C'est une façon de répondre également à ces besoins. Et donc, évidemment, je ne peux plus utiliser ma chute, hein, mais c'est évidemment la problématique numéro 1. Hein. Je pense qu'il y a moins de débats, évidemment, sur les cliniques. L'EHPAD renvoie à des problématiques personnelles qui sont beaucoup plus compliquées. Comment on accompagne le grand âge, comment on fait que on va pas pouvoir garder ces personnes âgées au sein de la famille dans des logements qui sont de plus en plus petits, de plus en plus longtemps. C'est des questions dont il va falloir trouver des réponses. Et aujourd'hui, effectivement, Thierry en parlait, il y a un certain laxisme, ou en tout cas on a repoussé, on a un peu procrastiné en disant on verra demain, mais demain, la génération des baby-boomers, c'est maintenant. Il va falloir s'en occuper tout de suite. Donc, il faut traiter le sujet de toute façon. Et les grands acteurs, on parlait tout à l'heure de Corian, hein, les grands acteurs traitent déjà en partie le sujet selon plusieurs facettes. Hein. Il y a évidemment l'EHPAD, mais il y a également d'autres formes d'accueil du grand âge qui passent par de l'investissement privé ou pas. Hein. Ça peut être ceux qui sont par exemple propriétaires du réseau Petit-Fils. Ça nous concerne moins nous en tant qu'investisseurs, mais ça fait partie de la réponse. Et évidemment, c'est une toute petite partie de la réponse, l'EHPAD étant évidemment la réponse principale. Merci Antoine. Alors tu vas garder la parole, comme ça si tu as moyen de couper l'herbe sous le pied de Thierry, tu pourras lui rendre l'appareil. C'est fini Roland Garros, c'est fini. J'aime bien les échanges, mais c'est un échange à 3, c'est plus compliqué. Mais alors on a commencé un petit peu à déflorer le sujet de l'investissement à l'étranger sur la thématique santé. Alors il n'y a pas que l'étranger, hein, on voit que ça va sur le bureau, ça va sur le commerce, un peu sur l'activité, la logistique, ça va sur l'hôtellerie. Donc tous ces secteurs, hein, je crois que Grégory, vous êtes aussi pas mal sur l'hôtellerie dans PF Hospitalité. Du coup, est-ce qu'on investit de la même façon à l'étranger qu'en France sur la thématique santé? On a commencé un petit peu à en parler, mais est-ce que vous pouvez nous faire un petit point là-dessus et quels sont les pays que vous ciblez plus précisément, en tout cas chez Primonial? Alors, chez Primonial REM, c'est vrai qu'on a toujours eu une approche par l'actif, c'est-à-dire que notre problématique d'investissement numéro 1, hein, que ce soit sur Cap Santé, par exemple, qui est notre dernier véhicule, ou sur Primovie, c'est vraiment en fonction des opportunités d'actifs qu'on trouve. Et donc, on va dire qu'on on met pas de prime spécifique à investir à l'étranger. Si on trouve des actifs qui sont très bien localisés, avec des bons preneurs en France, c'est exactement ce qu'on va faire. On a fait ça sur Primovie. Cap Santé, aujourd'hui, est quasiment exclusivement un véhicule français, mais c'est par opportunité, c'est parce qu'aujourd'hui on avait cette opportunité qui était en France. Donc, effectivement, on analyse plutôt par le biais de la qualité de l'actif. Après, la classe d'actifs santé étant une classe d'actifs qui est assez petite, hein, se cantonner uniquement à la France serait dangereux. Dangereux parce qu'on se retrouverait forcément avec des actifs au bout d'un moment qui seraient passés entre quatre mains ou les actifs dont personne ne veut. Et effectivement, comme on a de plus en plus de compétition sur le marché, ça deviendrait
ça devient problématique. D'autre part, la problématique de la santé et du vieillissement de la population, elle est la même dans tous les pays, hein, à des degrés qui sont divers. Alors là, je repars à la phrase de Daniel Weil, hein, mais c'est vrai qu'on dit souvent que voilà, la France a moins de problématiques que les autres pays ou a moins de problèmes démographiques que l'Allemagne. Mais quand on regarde les graphes, c'est pas flagrant. Hein. C'est pas parce qu'on fait plus de bébés en France qu'on a moins de personnes âgées. C'est pas corrélé. Peut-être au niveau du bruit, si on fait vraiment trop de bruit, ça gêne les personnes âgées. Mais enfin, en tout cas, à l'échelle nationale, c'est assez peu probant. Donc on a cette problématique. Enfin, ensuite, on a la même problématique que dans n'importe quel investissement immobilier, c'est que l'investissement immobilier, c'est un investissement de proximité. On investit bien, et ça, tout le monde le sait, hein, on investit bien quand on connaît les lieux, quand on connaît les exploitants. Et donc, c'est exactement ce qu'on va aller chercher, c'est-à-dire des équipes locales qui vont être en capacité de discuter avec les exploitants dans leur langue, de connaître les spécificités locales. Et Thierry Grégory en parlait tout à l'heure. L'immobilier de santé, c'est un immobilier qui est géré, hein, donc qui est basé, donc la performance est basée quand même sur la performance des exploitants. Et donc, il faut avoir la capacité de connaître les spécificités des exploitants. Et la santé en France, en Allemagne, en Irlande ou au Portugal est pas régie par les mêmes normes. Donc, il faut avoir des gens localement. Et donc, c'est pour ça que nous, on va plutôt se développer là où on a des équipes. Donc, souvent, en général, on se teste auprès d'une acquisition. Si ça fonctionne bien, à ce moment-là, on va essayer d'implanter des équipes. C'est ce qu'on a fait typiquement en Allemagne, hein, qui était vraiment le berceau, on va dire, de l'européanisation de notre plateforme. Puis maintenant en Italie, peut-être demain en Espagne. Et voilà, on essaye vraiment de placer des gens à un moment donné qui sont investis localement. Ça nous paraît être on va dire la chose la plus sensée. Merci Antoine. Grégory, du coup, de votre côté. Antoine est assez complet puisque ça rejoint notre position. Hein. Les disparités, on va dire, d'investir à l'étranger sont plutôt d'ordre technique ou juridique, hein, plus que sur les fondamentaux de l'investissement immobilier. Elles sont totalement corrélées. L'Europe, enfin même, si ce n'est même au niveau international, les pays occidentaux sont concernés par le vieillissement de la population. Et on voit, les seules disparités qu'il peut y avoir, ce sont plutôt sur les coûts de financement des politiques publiques en matière de santé. C'est pour ça que nous, on va plutôt privilégier, en attendant, le pouvoir d'achat quand on parle d'EHPAD ou la possibilité justement de permettre de financer le coût des pathologies ou le coût des traitements via la sécurité sociale et disons l'assurance de ces financements par un organisme public. En fait, c'est surtout ça notre priorité actuellement. Après, on le voit, l'Europe ou si c'est la France, aujourd'hui, on le voit par la croissance du traitement des pathologies, ça nous permet aussi de jouer sur beaucoup d'établissements ou beaucoup d'établissements qui traitent différents traitements ciblés, comme on peut le voir. On a acheté un portefeuille de cliniques en Allemagne qui traite, justement, qui permet aux parents de se loger avec les enfants ou de résider avec les enfants qui subissent des résidences, des traitements pédiatriques, comme des résidences psychiatriques également aux Pays-Bas, comme on l'a réalisé. Donc, l'intérêt est justement de voir cette croissance des pathologies et comment nous, on peut répondre pour accompagner ces opérateurs à s'installer à travers l'Europe et répondre à ce besoin, quoi. Donc, l'intérêt, il est là, il rejoint, on va dire, toutes les problématiques qu'on rencontre sur les EHPAD, traitement des pathologies, mais elles sont assez homogènes d'un pays à un autre au final, quoi. Thierry en parlait au Canada, oui, après il y a différents aménagements, différents services également qu'on peut donner, donc il y a aussi il y a pléthore, on va dire, encore de croissance système ou d'accompagner l'immeuble à répondre à tout type de besoins. Donc, c'est l'avantage de l'immobilier de santé actuellement, c'est de prendre le relais aussi maintenant sur les soins ambulatoires, aussi sur tout ce développement, on va dire, sur lequel on peut jouer et en plus encadré toujours par ce contrôle de l'État. C'est pour ça que nous-mêmes, quand on voit l'Europe, c'est aussi d'imposer notre méthodologie de contrôle sur l'exploitant, parce que certes, on investit en Europe, mais on doit aussi surveiller aussi l'exploitant d'un point de vue due diligence, et c'est aussi très important. Donc, c'est assez, voilà, cette logique de partenariat entre les opérateurs, les pouvoirs publics. On se rend compte que les CPE et ces gestions ont un vrai rôle à jouer d'un point de vue impact socio-économique, et surtout dans le domaine de la santé. Donc, tout l'intérêt est d'être justement de pouvoir pénétrer tous les marchés qui ne soient pas uniquement domestiques, mais aussi européens et voire internationaux, comme le fait Arial aujourd'hui, quoi. Merci Grégory. Du coup, Thierry, tu avais déjà un peu évoqué ce sujet-là, mais qu'est-ce qui vous a poussé spécifiquement, par exemple, à aller au Canada? Parce qu'on pouvait se dire,
pardon, la SCPI, on reste sur l'européen parce que c'est effectivement la proximité. Quand on commence à aller au Canada, c'est un peu plus loin, c'est des avions pour aller sur place. Donc, est-ce que vous avez des équipes qui gèrent? Parce que si on parle d'environnement, si je dois prendre l'avion pour aller contrôler mes bâtiments, on n'est plus trop dans l'environnement. Non, mais je pousse un peu le Je bouchon. suis allé à la Mais... voile. Ah, bah Je voilà. sais que je suis voileux, donc C'est vrai que tu es un grand voileux, j'avais oublié. non, ça aurait pris un peu de temps. Donc, j'ai eu la faiblesse d'y aller en avion, en effet. Non, mais pourquoi est-on allé au Canada? C'est pas le fruit du hasard. Ce sont des recherches qu'on a menées avec notre macroéconomiste préféré, qui est Pierre Sabatier, notre sociologue préféré, qui est Serge Guérin, qui ont travaillé sur un ensemble de pays. Et donc, on s'est focalisé sur le Canada parce qu'effectivement, il y avait un alignement d'intérêts. D'abord, effectivement, une demande très importante, un déficit d'équipement important également, des problèmes de financement également qui font que des établissements ou des exploitants actuels ont envie d'externaliser la gestion de leur foncier. Donc, on peut se présenter à ce moment-là comme étant quasiment des financeurs parce qu'ils retrouvent du cash pour remettre dans l'exploitation. Ça, c'est très important. Et puis, encore une fois, des concepts un petit peu à part. Cette diversification ou cette recherche de dispersion des risques, elle est absolument indispensable. Antoine en parlait. Le costard est beaucoup trop étroit en France, donc il faut tout de suite repousser les frontières. On l'a fait tous en Europe, et donc un peu au-delà désormais, parce que effectivement, il faut trouver chaussure à notre pied et répondre à notre cahier des charges. Donc il y a l'opportunité effectivement qui s'opère sur, et c'est fondamental, et ça reste l'élément clé, c'est la qualité de l'établissement, la qualité de l'exploitant, donc les 3 E, mais cette fois, c'est pas emplacement, mais emplacement, exploitation et environnement. Donc ça, c'est très important. Donc c'est cette mixité d'éléments qui est fondamentale et répondre à un cahier des charges qui est extrêmement exigeant. On l'a dit tous, on est sur des baux de très très long terme. Donc ça, n'importe qui n'est pas capable de répondre à cette exigence. On est sur des baux qui sont fortement indexés, avec des niveaux d'indexation là aussi qu'on trouve à l'étranger plus permissifs qu'en France, et donc plus souple, on va dire, plutôt que permissif. Avec également donc des loyers, bien qu'on aille au Royaume-Uni, on y est très présent, et qu'on soit désormais au Canada, qui sont négociés et payés en euros. Donc on gomme également le risque de devise, et on passe très fréquemment des baux triple net, j'en ai parlé également, puis on passe très fréquemment avant les appels d'offres, c'est-à-dire on est off-market. Pourquoi? Parce qu'on a justement cette relation de proximité avec les exploitants qui fait qu'on est sur le coup, passez-moi l'expression, avant les autres, et on n'est pas soumis par un appel d'offres qui forcément va faire monter les prix en faveur du vendeur. Et puis, l'élément également clé important, c'est qu'à l'étranger, on va chercher, on va pister. Alors là, on ne peut pas garantir ça sur la durée, mais on va pister des pays pour lesquels la fiscalité est plus allégée ou plus alléchante qu'en France. Et nonobstant donc cette pérennité, cette persistance dans le temps sur laquelle évidemment on ne peut pas s'engager, mais on a en revanche un élément clé également qui est important, c'est qu'on n'a pas le frottement des prélèvements sociaux. C'est quand même 17,20%, c'est pas une paille, hein. Donc tout ça fait que effectivement on continue cette stratégie d'investissement avec toujours en ligne de mire et en toile de fond, eh bien, cet engouement, et là aussi Grégory en parlait, on est engagé, on est dans l'engagement, on est presque dans une mission, on a une responsabilité qui est extrêmement forte, c'est de contribuer à ce que cette économie de la santé se porte mieux avec des établissements privés, certes, mais qui soient de meilleure aloi, qui puissent permettre d'héberger nombre de personnes, ce qui, encore une fois, donnera du souffle au pouvoir public pour les établissements de nature publique. Et donc, tout le monde y gagnera, et c'est l'ensemble de la société avec un grand S qui en sortira gagnante. D'autant plus que, effectivement, nous, on a mis en place également ce fonds de partage qui permet de financer aussi la recherche, notamment sur les maladies neurodégénératives, qui va bien dans le sens de on veut contribuer, on veut être un acteur contributeur positivement donc à cette économie de la santé, à cette industrie qui nous touche tous, aujourd'hui ou demain, de façon directe ou indirecte, de façon immédiate ou différée. Elle nous touche tous. Ouais. Et alors, je vais te poser une question, ce sera oui ou non. Est-ce que du coup, il y a d'autres pays hors Europe sur lesquels vous envisagez d'investir, je sais pas moi, le Japon, l'Australie, le Brésil Alors, tu me demandes oui ou non, ou tu me demandes un pays? Alors, Non, je vais te dire oui, et je vais déjà serrer le sujet. Je vais te dire pas le Japon, parce que culturellement, il n'y a pas d'EHPAD au Japon. D'accord.
Effectivement, les générations vivent sous le même toit. Et je pense qu'on a beau avoir de belles ambitions, mais changer la culture, ça va être compliqué. Ouais, ça va être difficile. Merci Thierry. Messieurs, on va approcher de la conclusion. On a abordé beaucoup de sujets sur la thématique santé, c'était absolument passionnant. Pour conclure, je vais chacun vous donner donc la parole et eh bien, je vais vous demander un petit peu, pour conclure, de nous expliquer un petit peu finalement, récapituler, synthétiser les stratégies que vous déployez pour investir sur la thématique santé. Et puis, si vous le souhaitez, de mettre en avant des solutions d'investissement que vous pouvez proposer, que ce soit des SCPI ou des SCI, dès lors que ça reste bien évidemment dans la thématique de l'immobilier, puisque nous sommes sur un webinaire immobilier, je le rappelle. Antoine, si tu veux, je vais te proposer de commencer pour essayer encore une fois de voir si tu as la possibilité de couper l'herbe sous le pied de Thierry. Bon, maintenant, on se fait pas ça, on est entre gentlemen. On est entre Évidemment, gentlemen, ouais. voilà. Comme au rugby, on est entre gentlemen. Bon, on parlera pas de ce qui s'est Exactement. passé samedi. Mais... Exactement. Donc Non, Antoine, écoute, pour conclure, les on- stratégies et puis... je pense que chez Criminal REM, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, hein, c'est vraiment de déployer une véritable plateforme d'investissement et de produits dédiés à la santé. Hein. Donc, ça va effectivement des SCPI et également des SCI. Et on a aussi une approche assez institutionnelle, hein, qui permet de mixer les approches avec des équipes dédiées à l'investissement, à la gestion, au property management. Donc, en fait, on a réinternalisé une grande partie de ces capacités et surtout, voilà, des convictions très fortes sur la thématique, hein, qui va représenter une part très significative de nos encours aujourd'hui. L'idée étant de proposer aux épargnants à travers différents types de véhicules, différents types de profils de risque. Hein. On a sur les SCPI comme Primovie ou sur une SCI comme Cap Santé des profils finalement de rendement qui sont assez différents, mais qui permettent quand même de tirer parti avantageusement à la fois du côté pérenne de la classe d'actifs, hein, sur des SCPI qui sont évidemment qui donnent des rendements beaucoup plus récurrents, ou d'être un tout petit peu plus opportuniste et de saisir des opportunités comme ce qu'on a pu faire avec Cap Santé. Donc voilà, on essaie d'offrir en termes de produits et également en termes de typologie d'actifs, parce qu'on a beaucoup parlé des EHPAD, mais là, finalement l'immobilier de santé c'est très divers, hein, ça va du cabinet médical aux résidences services seniors, au laboratoire, pourquoi pas au life science. Alors voilà, il y a beaucoup de choses différentes dans l'immobilier de santé, même au bien-être. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup du fait que le bien-être et le fait de rester longtemps en bonne santé fait partie de la santé. Donc, toutes ces innovations aujourd'hui ruissellent jusque dans les produits financiers et immobiliers comme les nôtres. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir continuer à accompagner le développement du secteur et à compter à la fois avec les particuliers, mais également avec les régulateurs pour prêcher la bonne parole le maximum possible. Merci Antoine. À quand un investissement dans les salles de sport finalement? Parce que on pourrait presque se dire que c'est un peu lié à la thématique santé. Entre la clinique esthétique et la salle de sport, bon, quelquefois c'est un peu préventif la salle de sport, mais voilà, c'est la notion de bien-être. C'est qu'on a tellement parlé de santé qu'aujourd'hui parler bien-être, bon, de bien vieillir ou en bonne santé, c'est peut-être une nouvelle thématique. Clinique vétérinaire peut-être aussi. Ouais. Ah ouais. Pour l'instant, on reste pour les humains, mais voilà. Merci Antoine. Thierry, et je donnerai la conclusion à Grégory. Donc Thierry, les stratégies, et puis on en a bien parlé, mais voilà, la conclusion. On est sur un creuset, si je raisonne de façon très rationnelle, qui est extrêmement important. On l'a vu, donc les évolutions démographiques, et il n'y a rien de plus précis, même si c'est à très 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 long terme, que la démographie. Finalement, toutes les autres stats, c'est un peu de la rigolade. Mais alors celle concernant la démographie, on sait à 50 ans, presque à l'unité près, combien on sera sur cette planète. Alors, on ne sait pas dire qui, précisément, bien sûr, nommément, mais on sait quelles seront les évolutions. Donc, on est sur une économie de la longévité. Donc, plus que du vieillissement, moi, je préfère ce terme-là, parce que c'est plus positif déjà. Et c'est effectivement comment le bien vieillir dont on a déjà parlé, et dont on entend fréquemment parler, effectivement. Donc, ça, c'est très important qu'on puisse accompagner donc, toutes ces évolutions, tous ces nouveaux concepts, etc. Et puis, il faut bien l'admettre également, on consomme
j'emploie ce terme à dessein, on consomme la santé de façon très différente d'il y a quelques dizaines d'années. Donc là aussi, il faut jouer avec. C'est presque devenu un bien de consommation, non pas comme un autre, mais en tout cas, ça fait partie du budget. D'ailleurs, quand on regarde dans le budget quel est le poids de la santé, c'est vraiment important et c'est de plus en plus important selon qu'on avance en âge. Bon, en tout cas, on bouge un petit peu les curseurs, mais donc ça fait partie de nous, ça fait partie de notre vie, tout simplement, donc de notre société avec un grand S. Et donc, il faut accompagner tous ces mouvements-là. Et je pense que c'est le rôle et les enjeux et la mission également de ces SCPI focalisés sur la santé, donc tels que Pierre Santé, sachant qu'on a aussi créé un autre véhicule qui s'appelle la SC, non pas une SCI. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas que immobilière, elle s'ouvre aussi à d'autres classes d'actifs, par exemple des OPC santé, par exemple des clubs deal santé ou des investissements dans des établissements de santé qui pourraient passer sous le radar des SCPI, ça existe, ou bien même encore le private equity santé, donc accompagné jusqu'à l'exploitant lui-même dans son développement. Donc tout ça, effectivement, c'est devenu naturel et c'est notre leitmotiv, puisqu'encore une fois, j'avais démarré par ça, on est 100% santé, on ne sait faire que ça, on n'est que sur cette expertise. Donc après, effectivement, il faut qu'on trouve aussi, nous, des relais de croissance. Ça passe aussi par à l'accompagnement des distributeurs, mais également peut-être de nouveaux véhicules, etc. Donc c'est tout ça qu'il est important de prendre en compte, mais c'est surtout encore une fois, un engagement que nous prenons sur ce domaine-là, qui n'est pas vain. On n'est pas que des financiers, on est en accompagnement. C'est vraiment le terme que je retiens et qui me paraît essentiel comme étant le leitmotiv et le fil conducteur. L'accompagnant donc des exploitants de santé qui eux-mêmes donc sont au service finalement de la population pour le mieux vieillir, l'accompagnement de cette économie de la longévité, la silver economy qui se développe de façon extrêmement importante, et puis encore une fois, sur comment on accompagne la consommation de cette économie de la santé. On est presque dans une économie qui, ça peut paraître un peu paradoxal, mais on est presque dans une économie où on est, zut, le terme m'échappe, pardon, euh, elle s'apparente presque à l'économie du luxe où il y a finalement pas de sensibilité au prix. Mais évidemment, il faut qu'on soit très vigilant parce que la concurrence fait son œuvre, hein, bien évidemment, et heureusement. Mais c'est ça qui est important, c'est qu'on est sur là aussi un tapis roulant, je reprenais cette expression, qui est extrêmement important. Et donc, il faut qu'on accompagne cette économie. C'est notre enjeu, c'est notre quotidien et c'est notre motivation. Merci Thierry pour cette courte conclusion. Et tu n'as pas cité le nom de la SC, c'est Trajectoire Santé, puisque du coup tu es parti. Pardon, je ne l'ai même pas fait. Et ben voilà. Voilà. Je te remercie. Grégory, du coup, pour conclure, tu as un temps de parole ouvert pour déployer les stratégies. Je vais faire plus bref parce que c'est évident que vos monologues sont très bien faits, très bien réalisés. Et je vous rejoins totalement. Travaillé, hein, ils l'ont bien travaillé. Non, mais on tend sur l'émotion de toute façon, et c'est le but un petit peu de nos propos, hein, évidemment, parce que c'est tout notre travail d'accompagnant, de contributeur à révéler justement qu'il y a un vrai impact, on va dire, dans nos travaux et dans nos activités à accompagner les opérateurs, mais aussi l'immobilier à se transformer, justement en prenant en considération ce principe de longévité, d'accompagner nos populations, nos enfants et tout âge, on va dire, à être mieux accompagnés et surtout mieux structurés dans son mode d'hébergement futur. C'est pour ça que nous, côté Périal, évidemment, alors la santé reste évidemment un fort contributeur de performance, c'est évident, mais on le ciblera jamais comme thématique propre dans un fonds. Donc c'est pour ça qu'on se préoccupe des autres modes d'hébergement dans des versions plus diversifiées. Mais pour nous, il est fondamental de toute façon de prendre en considération la santé ou les violences de santé aujourd'hui dans notre approche. Hein, on l'a cité déjà d'un point de vue financier, c'est évident. On signe des baux très longs. On accompagne des opérateurs, qu'ils soient gros, petits, puisqu'il y aura de la place pour beaucoup de monde actuellement, et ainsi que les pouvoirs publics. Donc, c'est important. Il y a aussi cette attractivité fiscale qu'on peut rencontrer en termes de performance. Et puis, d'un point de vue extra-financier, c'est aussi à nous de jouer le rôle, comme évidemment les controverses qu'on a traversées dernièrement avec Orpea, mais c'est une fausse réalité puisque l'enjeu est de poursuivre dans cette voie-là et de prendre le relais justement
dans une qualité d'exploitation, de mieux contrôler aujourd'hui les gens, à l'instar de ce que réalise le pouvoir public. Mais nous, dans le volet S sociétal d'une société de gestion, c'est un point qui est relevé, et donc on doit nous-mêmes réaliser une méthodologie pour mieux suivre nos exploitants actuellement, puisque c'est, comme on le dit, le E de l'exploitant est fondamental justement dans ce secteur. Donc voilà notre contribution aujourd'hui à l'immobilier de santé chez Perial. Merci beaucoup. Messieurs, on arrive au terme de ce webinaire immobilier Patrimoine 24 en partenariat avec Wenimo, votre plateforme préférée, bien évidemment, je le souhaite. Écoutez, j'ai été ravi, on a appris beaucoup de choses, c'était vraiment très intéressant. Je pense qu'on a abordé tous les thèmes qui peuvent être des sujets aujourd'hui pour les investisseurs, qu'ils soient l'investisseur final ou le partenaire conseiller indépendant qui va préconiser vos solutions, soit à travers des SCPI, bien évidemment, en direct, soit à travers des SC dans les contrats d'assurance vie notamment. Donc là, on a vraiment, je crois, abordé toute la thématique. Donc un grand merci à vous, messieurs, Antoine, Grégory et Thierry. On vous souhaite bien évidemment une belle fin d'année 2023 en termes de collègues, bien évidemment, mais aussi d'environnement, de sociétal, de gouvernance et puis de fonds de partage, tous ces termes qu'on a pu utiliser. Et puis, écoutez, on vous dit plein de bonnes choses et à très très vite, bien évidemment, dans un nouveau webinaire immobilier Patrimoine 24.